nous dire à quel endroit nous sommes actuellement? Ce merveilleux endroit, on va dire. Nous sommes à la ferme pédagogique Toukeba. D'accord. À Beauville. Ok. À Balekro. D'accord. À la Ndiébi-Diassa. Ok. À 5 km d'Agoville. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver sur cette ferme pédagogique? Sur cette ferme pédagogique, on a presque un peu de tout. Toutes les spéculations en Côte d'Ivoire, on peut les trouver, que ce soit sur le plan agricole ou sur le plan élevage ou pastoral. On peut trouver un peu de tout. Okay. Voilà. Vous pouvez trouver les bananiers, les véas, les poivres, le cacao, un peu de café. Quand on parle de pédagogie, c'est ça, pour que au moins les gens viennent voir ce qu'il y a, ce qu'ils ne connaissent pas. Il y a plein de choses, il y a des gens ici, on va leur montrer le cacao, ils ne vont même pas connaître. Ils ne savent même pas c'est quel arbre qui font cacao. Donc ça va leur permettre de connaître, de voir ces spéculations, ces cultures. Et puis bon, essayer de se familiariser. Sur le plan élevage, on est un peu dans les poules pondeuses, les poules de chair, les hybrides. On a les cailles, on a même les dindons. Et en plus de ça, on a la pisciculture. On fait l'élevage d'escargots, c'est un peu devant là. Il y a les agoutis aussi. Bon, maintenant, on est en train de mettre les structures. Les bêtes sont ailleurs, on est en train de finir les structures pour les faire venir. Bon, on a un deuxième site que vous avez déjà visité, tout à fait. Mais je crois qu'ils ne vont pas visiter ça cette fois-ci. Oui, parce que c'est un peu... Voilà. Donc, il y a les cabris du Sahel, il y a pas mal de choses. Hier, j'ai vu mon ami, mon frère et ami, le professeur Agnero, qui est chimiste, qui s'occupe des champignons. Nous aussi, on fait des champignons et on va former les gens à la culture du champignon. Voilà, en grand, voilà, c'est tout ce qu'on trouve sur notre site. D'accord. Voilà. Bonjour et bienvenue à la ferme pédagogique. Bonjour Madame Guy, c'est un heureux plaisir pour moi. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir, mais on souhaiterait que vous vous présentiez à nos chers téléspectateurs et tous ceux qui verront cette vidéo. Ok, avant de me présenter d'abord, je voulais vous dire merci d'abord de vous accueillir à la ferme pédagogique de Toukeba. C'est un réel plaisir pour moi en tant que premier receveur de toute la journée de 3 jours. Je suis M. Keita Daouda, je suis le délégué départemental du Conseil national des jeunes de 13 jours. Je suis à mon deuxième mandat à la tête du Conseil national. Mon premier mandat est eu en 2017. Dieu nous a fait grâce d'être avant un second mandat l'année dernière. Félicitations. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je vois pourquoi on vous a réélu. Parce qu'au vu de cette sortie ce matin, avec ces jeunes, pour non seulement la visite de la ferme Toukeba, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi en vue d'une formation de la jeunesse de Treichville. Pour cela, c'était vraiment normal. Ça veut dire qu'il y a des actions qui ont été faites en amont avant tout ça. Alors, quand on vous voit ici, on sait forcément qu'il y a des objectifs. Donc, vous pouvez un peu nous faire un petit déroulé. Ok, ok. Vous savez, le 12 février de cette année, on a eu un séminaire de formation qui était intitulé le leader au service de la communauté. D'accord. Au sortir de ce séminaire, lorsque monsieur le conseiller Sila Brahima, que je salue au passage, vraiment pour sa gentillesse, pour sa générosité avec la journée de 13 juillet, a animé un thème sur l'entrepreneuriat et l'agro-pastoral. Ok. Et séance sénante, l'ensemble de tous les scénaristes ont décidé que nous venons sur la ferme pour venir faire la forme pratique. Oui. Là, c'est d'abord la forme théorique. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce matin, nous sommes ici. D'accord. Effectivement, il y a des idées derrière. Tout à fait. Parce que nous sommes en ville. Comme on dit, il n'y a plus de boulot en tant que tel. La fonction publique ne peut pas accueillir tout le monde. Tout à fait. C'est vrai que Dieu nous a fait grâce, on est fonctionnaire, c'est vrai. Mais aussi la terre nourrit son homme. Ce n'est pas tous les gens qui font le buzz. Nous ne sommes pas tous sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur TikTok. Ouais. Ce matin, vous avez vu, on est ici. Mais bien sûr. Voilà. Si on veut des buzz aujourd'hui, c'est célèbre. C'est clair. Bon, nos entreprises. Bon, pour la publicité, l'année passée, il y a plein qui nous ont accompagnés. D'accord. Bon, on demande qui nous accompagne cette année. D'avoir aussi confiance à la jeunesse ivoirienne. D'accord. Nous, on ne fait pas buzz. Nous, on veut travailler pour la jeunesse ivoirienne qu'on nous accompagne. Et que Dieu vous accompagne. Amen. Institution, vous êtes attendus à les accompagner. La mairie fait déjà sa part. C'est celui-là qu'ils ont mis au départ. Et à la fin,
Il va vous donner des plants comme ça. Il va vous donner plein de trucs comme ça. Au début, quand vous mettez, si vous regardez bien, il y a des bousons en fait. Il a des bousons, c'est des éclats de réseau. Après, je vais vous montrer quelques photos quand je vais finir l'explication. J'ai des photos ici que je vais vous montrer. Et ce petit truc que vous allez mettre là, normalement, le gingembre, à partir de 5 mois, on peut commencer à le récolter. Mais là, il n'est pas assez fibreux en fait. C'est pas piquant en fait, comme on le dit. Et à partir de 6 mois, 7 mois, voire même 8 mois, il commence à être bien piquant. C'est là qu'on l'utilise pour faire le nyamato. C'est ce que vous voyez là, ça c'est un bananier plantain que vous voyez. Voilà. Et généralement, au temps ancien, quand nos parents devaient cultiver leur bananier plantain, ils utilisaient par exemple des risiers. Des risiers par exemple. Ça c'est un risier baïonnette. Il y a des risiers qu'ils prennent un seul risier, ils vont mettre en terre et puis peut-être 9 à 10 ou bien 11 mois après, en fonction de, comment on appelle, de la variété, oui. On va avoir un truc de ce genre et puis qu'on va récolter. Et maintenant on a trouvé d'autres techniques pour pouvoir multiplier encore plus rapidement le bananier plantain en fait. Et il y a plusieurs techniques, dont la technique du pif, ce que nous faisons. Pif, ça veut dire quoi? Plant issu de fragments de tiges. Et avec ce seul risier là, on peut vous trouver au moins 100 plants de bananier plantain. 100 plants. Donc il faut aller à l'école pour tout ça. Quand on le prend, lui seul, vous partez planter, il va vous donner un seul. Peut-être au bout de 4-5 mois, il va avoir des rejets comme ça qui vont sortir. Et là, imaginons quelqu'un qui veut faire 10 hectares de bananier plantain, il va utiliser ça combien? Puis pour un dispositif de 1700 ou bien 1800 plants à l'hectare, ça devient beaucoup. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? Bon, le Carbab a mis au point une technique qu'on appelle plant issu de fragments de tiges, qu'on utilise pour pouvoir produire en masse des plants de bananier plantain. C'est des citrons greffes. C'est greffé, c'est spécial. Il est comme, il tire un peu sur l'orange, mais n'est pas le voilà. C'est pas la même chose comme ça. Voilà. C'est très bon, c'est très bon. Et puis c'est juteux et ça coûte cher. Ouais, très cher. Ça là, on appelle ça le jatropha. Voilà ça. Les djula, nous on appelle ça baranou. On prend ça pour faire du biocarburant. C'est beaucoup développé dans la zone de Daoukrou. Les gars font des grandes plantations. Alors quand on était petit là, c'est dans les coins rejetés qu'on trouvait. Aujourd'hui c'est devenu une richesse. Hein. Quand on casse ce qui est dedans là, on prend pour faire du biocarburant. Les moteurs, le truc, tout marche avec ça. En tout cas, tous ceux qui ont fait une génie doivent connaître, il y a les sèves blanches qui sont. Voilà. Ça, vous prenez, vous faites. Lui-même, il ne meurt même pas. Hein. N'importe quel moment vous mettez. Ça veut dire que c'est ça, je dis toujours que la Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Tout ce que tu mets, tu gagnes l'argent dedans. C'est les choses les plus faciles à nourrir. Et puis, vous voyez les herbes sauvages, là, tu coupes le manioc. Tout ce que tu trouves, c'est l'élevage le plus facile. Voilà. À la maison, pour moi, je m'en occupe avec ma femme et moi. Matin, quand on quitte à la prière comme ça, on vient, on taille les maniocs là, on leur donne. Ou bien on va des herbes sauvages, on coupe matin. C'est pas quelqu'un qui s'occupe de ça. Moi-même, je prends plaisir à m'occuper d'eux. Et puis, ils sont tellement bien, ils sont tellement fidèles. Quand ils ont pris l'odeur de toi là, si quelqu'un d'autre rentre là, ils ne vont jamais accepter. Je vais vous dire quelque chose, ça va vous étonner. Ils s'habituent plus aux femmes que les hommes. Oui, c'est pas du hasard. Nous, nos chercheurs, les gens sont restés en train de dormir. C'est les Allemands qui sont venus, qui ont fait des recherches sur ça. L'importance de sa viande. Tout ce que la goutte peut apporter. Maintenant, et puis ils ont fait des études, ils ont sorti des livres dessus. Voilà. Jusqu'en 5 tomes. Vous voyez? Habitat des holacodes. Hein? Vous voyez? Alimentation des holacodes. Vous voyez? Quand vous avez fini de construire comme ça, maintenant vous étudiez l'alimentation. Vous voyez? Les aliments des holacodes. La conduite de l'élevage en tant que tel. Ça, c'est pas. GTZ, Coopération Technique Allemande, qui est venue, qui a fait des recherches au Bénin et tout, qui ont développé pour vulgariser l'élevage. Vous voyez? Hein? Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas tout apprendre maintenant. On vous montre des aperçus. Et voilà, gestion de l'élevage, la côte. Tu mets une petite comptabilité en place pour gérer. C'est un business.
si les Allemands sont venus, la République fédérale d'Allemagne a financé des chercheurs pour venir faire des recherches et pour développer, pour vulgariser, c'est que c'est important. Aujourd'hui, les gens cherchent partout, mais on ne trouve pas. Mais il faut encourager les jeunes à s'installer. Le climat qu'il faut à l'intérieur de l'escargotière, généralement, ça doit être assez humide, mais pas pâteux. Je précise parce que si c'est trop pâteux, ça envoie aussi des bêtes, des acariens et autres. Pour éviter ça, on fait l'arrosage uniquement le matin, en saison de pluie. Mais lorsqu'on est en période sèche, c'est-à-dire après octobre jusqu'à peut-être mars, en fonction aussi du temps, quand même le technicien est sur place, il voit s'il se rend compte qu'il fait beaucoup chaud, il peut arroser matin, midi et soir. Donc ça veut dire que le technicien, il aura besoin de quel type de matériel déjà d'avoir l'arrosoir pour pouvoir arroser ces escargots. Lorsque vous avez les escargots normalement en captivité, durant toute l'année, ils sont censés pondre. Sinon, normalement, lorsqu'ils sont dans la brousse, ils pondent à partir de mars jusqu'à fin octobre. Mais quand ils sont conditionnés, un peu comme quand on parlait des zoolacodes, normalement, ils doivent pondre chaque mois. C'est vrai que la fréquence peut diminuer, mais ça ne va pas disparaître. Il faut dire, l'agriculture, ça ne ment pas. Tu mets une graine dans la terre, ça va produire. Ça va produire. Et si vous êtes dans une championnière, le lieu où on fait la culture du champignon est appelé une championnière. Voilà. Et pour faire la culture du champignon, ce que nous allons faire, on appelle ça les pérottes. Ce sont les champignons qui sont prisés dans tous les hôtels, dans toutes les grandes surfaces. Et puis ce sont les champignons qui sont très bons pour les diabétiques, les hypertendus. Tout ce que les maladies, on appelle maladies métaboliques. Voilà. Donc c'est très bon pour eux. Et c'est prisé. Actuellement, vous partez dans tous les grandes surfaces. Actuellement, ils en cherchent. Dans tous les hôtels, on veut dire un plat comme ça à 45 000. Un petit plat à 45 000. Donc fait de champignons très riche en protéines, en vitamines B, de B1 à B12. Donc ici nous sommes dans une championnière. Pour faire les champignons, c'est en 3 mois. En 3 mois, tu récoltes sur 3 mois. Et le champignon aujourd'hui, le kilo. À 2000. Voilà, à 2000. Les choses ont augmenté sur le marché, nous serons fait ça à 2500. Donc pour 1 kilo à 2500. On utilise quoi? Le son de riz, suie de bois, c'est fini. Et avec la semence, et tu as le champignon, et c'est fait hors sol. Et ici, vous allez voir qu'ici on va diviser en deux. Normalement, c'est grand. On divise en deux, il y a deux chambres. Chambre de récolte, chambre d'incubation. En pisciculture, on a la pisciculture en cage flottante qui se fait au niveau des lagunes ou bien des rivières, mais avec une profondeur d'eau de minimum 3 mètres de profondeur. Et il y a la pisciculture en enclos qui se fait à une profondeur d'eau de 1,5 m de profondeur. Et la pisciculture en bac hors sol, c'est-à-dire sur une telle ferme, on peut faire l'élevage de poissons. Voilà. Et puis la pisciculture en étang. Là, nous sommes dans la pisciculture en étang. Voilà. En pisciculture en étang, pour faire la pisciculture en étang, il nous faut un barrage pour stocker l'eau, de sorte qu'en période d'harmattan ou bien de saison sèche, on a toujours de l'eau pour alimenter les poissons. L'eau doit entrer et sortir 24 heures sur 24 heures. Voilà. Dans un étang, il y a une entrée d'eau et une sortie d'eau. Là, tout à l'heure, vous avez passé, c'est la sortie d'eau. Et puis, voilà, il y a l'entrée d'eau qui sera faite. Voilà. L'entrée d'eau est appelée canal d'alimentation. Elle prend l'eau depuis le barrage pour acheminer ça vers les étangs.